premier orateur de l'après-midi, c'est William Houtekiet. Merci. Le travail que je vais présenter aujourd'hui est en collaboration avec Eliezer Battista et Jos Verkuyten, qui est aussi mon promoteur. Tout d'abord, je vais donner un peu de motivation pour le mot partiel dans le titre de mon exposé. Je vais parler des comodules partiels, mais regardons d'abord les actions partielles. Cette notion a été introduite par des gens qui travaillent sur les C-star algèbres pour les classifier en utilisant les produits croisés par action partielle. Mais en soi, il est aussi déjà intéressant de juste essayer de comprendre les symétries partielles d'un objet. Par exemple, si on a deux cercles qui sont tangents, oui, les symétries globales de cet objet, il y aura peu. On peut faire quelques réflexions, mais c'est tout. Et c'est un peu dommage qu'on ne revoie pas les symétries du cercle dans le groupe des symétries. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est en fait ignorer un des deux cercles pour voir le groupe des rotations avec encore une réflexion qui opère sur cet objet. Une troisième motivation, ça serait alors d'élargir un peu la catégorie des représentations des groupes. Alors, on va aussi regarder des représentations partielles pour, on espère alors, de mieux distinguer les groupes à l'aide des catégories de représentation. Je vais commencer par définir ces représentations partielles des groupes et ensuite on va généraliser aux algèbres de Hopf. Donc, une représentation partielle d'un groupe G, c'est une généralisation d'une représentation. Mais on ne va plus supposer que les plis de G sont inversibles, donc on arrive juste dans l'anneau des endomorphismes de V. Cette application pi doit être unitale, mais la multiplicativité, on peut l'utiliser que quand un témoin est présent. Et avec le témoin, je veux dire le pi G-1 qui est présent là. Donc, c'est seulement si on multiplie par pi G-1 qu'on peut écrire que pi G de H va être égal à pi de G fois pi de H. Un exemple typique, c'est si on prend un ensemble X et une action de G sur X, et puis on prend juste un sous-ensemble quelconque. Là, on peut définir notre action partielle. Pi de G d'Y, c'est juste notre action en rho, où c'est bien défini. Donc, si ça arrive de nouveau dans notre sous-ensemble Y, et sinon, c'est juste 0. Maintenant, on peut linéariser, et on verra exactement que on obtient une représentation partielle sur l'espace vectoriel KY, où K est un corps commutatif. Dokucha, Excel et Piccioni ont étudié ces représentations partielles des groupes et ils ont trouvé que la catégorie de représentation partielle, c'est équivalent à une catégorie des modules sur une algèbre qu'ils ont appelée K par G, et cette algèbre est isomorphe à une algèbre d'un groupe 8 gamma. Ils ont encore démontrer plusieurs résultats. Par exemple, si le corps K est de caractéristiques nulles, alors cette algèbre est semi-simple. Et aussi, ils ont montré que les catégories de représentation partielle peuvent distinguer les groupes abéliens. Maintenant, on aimerait généraliser cette notion de représentation partielle du groupe aux algèbres de Hopf. Donc, je rappelle encore les axiomes. Le premier axiome, ça sera facile à généraliser. On peut juste prendre l'unité de l'algèbre de Hopf. Pour les deux autres, il faudra alors utiliser la commultiplication pour avoir la map diagonale, l'application diagonale, et on va utiliser l'antipode S pour l'inverse dans le groupe. Donc, ce qu'on obtient, je vais formuler tout à partir de maintenant dans le langage des modules. Donc, on dit que V est un module partiel sur une algèbre de Hopf H.
si on a une application linéaire de H tensoriel V dont V, qui satisfait les trois propriétés, donc on a l'unitalité, et aussi cette associativité partielle. Donc, vous voyez, le cas 1, le cas 2, je veux dire alors la commultiplication de cas. Pour trouver un analogue à l'algèbre K par G, qui gère alors les représentations partielles des groupes, on va définir une autre algèbre, c'est l'algèbre H bar, et c'est juste l'algèbre libre qui est engendrée par les symboles H, et puis on prend le quotient exactement par les relations qu'on a vues déjà dans les axiomes. Marcelo Alves, Eliezer Batista et Otto Krause ont montré que la catégorie des modules partiels sur H est équivalent à la catégorie des modules sur cette algèbre H par. Et de plus, cette équivalence respecte les foncteurs d'oubli à la catégorie des espaces vectoriels. Et je veux dire avec ça que cette équivalence préserve alors les espaces vectoriels sous-jacents. On peut dire quelque chose de plus sur cette algèbre H bar, l'algèbre de Hopf partielle, parce qu'il y a un sous-algèbre intéressante qu'on appelle A, qui est engendrée par les éléments de cette forme, donc on prend H1, S, H2. C'est un sous-algèbre de notre H bar, et on peut montrer qu'il existe un foncteur d'oubli des modules partiels, donc des modules sur H bar, vers les bimodules sur A. De plus, on peut munir la catégorie des modules partiels d'une structure monoïdale, et ça fait que ces foncteurs d'oubli deviennent strictement monoïdales et fermés. Alors, ça implique que H bar, c'est non seulement une algèbre, mais aussi un algébroïde de Hopf. Un algébroïde de Hopf, c'est une sorte de généralisation d'une algèbre de Hopf, mais sur un anneau non commutatif. Donc ici, l'anneau de base, ça sera la A, c'est une algèbre qui n'est pas nécessairement commutative, et alors la H bar sera un algébroïde de Hopf sur cet anneau A. Pour la prochaine étape, je vais parler des comodules partiels, parce que ça, c'est le résultat principal d'aujourd'hui, mon résultat principal, ça sera sur les comodules partiels. Et donc, si on regarde de nouveau l'exemple qu'on avait, là, on avait un groupe algébrique, alors le groupe de rotation du cercle. Si on veut regarder les modules partiels sur cette algèbre de groupe, ça c'est en correspondance avec une application qui prend des éléments de V et les envoie vers V tensoriel, l'anneau des coordonnées de G. Donc, on peut en fait tout dualiser pour obtenir une définition de comodule partiel. Et c'est ça ce qu'on fait Alves, Batista, Castro, Quadros et aussi Yost pour obtenir alors la définition d'un comodule partiel sur une algèbre de Hopf H. Donc, on a un espace vectoriel M avec une application de M dont M tensoriel H. Et puis, alors, il y a l'axiome de co-unitalité, c'est le premier. Et puis, on a les deux axiomes de co-associativité partielle. Donc, ça, c'est juste simplement inverser toutes les flèches pour obtenir ces définitions. Par contre, on ne peut pas juste tout dualiser parce que ils ont trouvé qu'il existe un comodule partiel qui ne possède aucun sous-comodule de dimension finie. Et ça veut dire qu'on ne pourra pas vraiment dire que les comodules partiels
ce sont les comodules sur une certaine cogèbre. Parce que donc avant, on avait dit, alors les modules partiels sont équivalentes à des modules sur la gèbre H bar. Mais ici, on ne peut pas dire une telle chose parce que si on a un comodule sur une cogèbre, on a le théorème fondamental qui dit tout élément de mon comodule est contenu dans un sous-comodule de dimension finie, mais on n'a pas ce phénomène dans la catégorie des comodules partiels. Donc, on n'a pas d'espoir de trouver une cogèbre C et une équivalence des comodules partiels sur H avec les comodules sur C qui respectent aussi des foncteurs d'oubli avec. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est montrer que la catégorie des comodules partiels sur H, donc la catégorie à l'entrée ici, est comonadique sur Vex, alors elle est bien équivalente à une catégorie d'Eilenberg-Mole. J'explique ce que je veux dire avec ça. Donc, on a le foncteur d'oubli des comodules partiels sur H aux espaces vectoriels. Et ce qu'on aimerait faire, c'est construire un adjoint à droite pour ce foncteur. Donc, on va l'appeler R. Et une fois qu'on a construit cet adjoint, on a défini une comonade sur la catégorie des espaces vectoriels. Voilà. Donc, on aura une comonade sur C, et une fois qu'on a une comonade qu'on appelle C sur les espaces vectoriels, et une fois qu'on a une comonade, on a aussi la catégorie d'Eilenberg-Mole, c'est-à-dire les objets dans cette catégorie EMC, ce sont les comodules sur la comonade C. C'est-à-dire, on prend un objet dans Vec, donc un espace vectoriel, avec un morphisme de V vers C de V, qui satisfait quelques conditions de compatibilité, alors ça doit satisfaire des axiomes d'un comodule. Maintenant, on aimerait comparer alors la catégorie des comodules partiels avec la catégorie d'Eilenberg-Mole sur C. Et on va faire ça en utilisant le foncteur de comparaison K. Et en fait, ce foncteur de comparaison K, c'est juste aussi le foncteur d'oubli. C'est-à-dire, si on a un comodule partiel M, le sous-espace l'espace vectoriel sous-jacent, on peut le donner la structure d'une comodule sur la comonade C. Et on le fait comme ça, c'est assez simple. Donc, U de M, c'est juste l'espace vectoriel sous-jacent. Et alors, c'est automatiquement un objet d'Eilenberg-Mole, c'est-à-dire un comodule sur C, par utiliser l'unité de l'adjonction UR. Oui. Donc, on a un foncteur des comodules partiels à la catégorie d'Eilenberg-Mole, mais on veut dire plus, on veut une équivalence, et c'est ça que le théorème de Beck nous donne. Il a formulé pour les monades, mais pour les comonades, c'est juste dualisé. Donc, le théorème de Beck affirme que K est une équivalence si U reflète les isomorphismes. Et en fait, ça, c'est facile dans notre cas parce que un isomorphisme dans la catégorie des comodules partiels, puis si l'application linéaire sous-jacente est bijective, alors ça devient un isomorphisme aussi dans la catégorie des comodules partiels. Et le deuxième, c'est que la catégorie des comodules partiels doit posséder suffisamment d'égaliseurs et U doit les préserver. Et aussi, dans notre cas, ça marche bien parce qu'en fait, les limites et les colimites dans la catégorie des comodules partiels sont exactement données par les limites et colimites dans la catégorie des espaces vectoriels. Donc là, il n'y aura pas de problème, mais l'étape cruciale, on n'a pas encore fait, c'est la construction de l'adjointe à droite du foncteur d'oubli.
Donc, il faut prendre un espace vectoriel V et il faut en faire il faut créer un comodule partiel à partir de V. Donc, une première idée, ça serait peut-être de juste prendre le produit tensoriel avec H. Et comme coaction, on pourrait prendre la comultiplication de H. Mais ça ne va pas bien fonctionner parce que ça donne toujours un vrai comodule. Les vrais comodules sont aussi des comodules partiels. Donc, tu auras un foncteur, mais ce n'est pas l'adjoint. Donc, il faut faire quelque chose de plus général. Et donc, pour ça, on veut alors avoir une coaction qui est a priori non associative. Et puis, on veut imposer les conditions que la coaction est quand même partiellement co-associative. Donc, pour ça, on pourrait regarder à le produit tensoriel de V avec la cogèbre colibre sur H. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Donc ici, la coaction pourrait être, d'abord, on applique la comultiplication sur CH, et puis on projette sur H pour avoir une vraie coaction de V tensoriel CH vers V tensoriel CH tensoriel H. Mais ça ne marche toujours pas parce que pour l'unité de l'adjonction, on a besoin alors, pour un comodule partiel M, d'une morphisme de comodule partiel de M à M tensoriel CH. Et alors, oui, ça doit respecter les coactions. Donc, ce qu'on aimerait écrire, c'est une application qui envoie M vers le tuple de rho nm. Donc, rho nm, c'est appliquer rho n fois sur notre élément M. Mais malheureusement, ce n'est pas bien défini parce qu'on a vu qu'il existe des comodules partiels dont le sous-comodule partiel engendré par un seul élément est de dimension infinie. Et alors, ça veut dire que cette application ne va pas arriver dans M tensoriel CH, parce que là, il faut les sommes finies. Donc, il faudra faire un petit intermezzo pour parler des espaces vectoriels topologiques, parce que ça sera la solution du problème. Et je parle des espaces vectoriels topologiques dans le sens de Takeuchi. Donc, on regarde un espace vectoriel W avec une base topologique de sous-espaces linéaires ouverts. Donc, ici, c'est important qu'on suppose qu'il existe une base topologique qui consiste des vrais sous-espaces linéaires. Ce n'est pas toujours le cas que les auteurs ont cette définition d'espace vectoriel topologique. Dans cette image, on peut définir le complété d'un espace vectoriel topologique. Et ça, c'est alors la limite inverse de tous les W quotient W alpha. Alors, les W quotient W alpha, ce sont tous des espaces discrets. Et l'espace W chapeau qui résulte, ça sera un espace vectoriel topologique qui est Hausdorff et complet. OK. Si on a deux espaces vectoriels topologiques W et W', on peut prendre leur produit tensoriel et c'est de nouveau un espace topologique vectoriel. Et alors, le produit tensoriel complet, ça sera exactement le complété du produit tensoriel. Ce produit tensoriel complet, ça a une propriété intéressante, c'est-à-dire ça commute avec les produits quelconques. Et ça sera important pour la construction de l'adjoint à droite. Une fois qu'on a des espaces vectoriels topologiques, on peut aussi définir des cogèbres topologiques. Et donc, une cogèbre topologique, c'est là maintenant la commultiplication prend des éléments de C, donc va vers C tensoriel complet C. Et on a aussi la co-unité.
Et il existe aussi la cogèbre colibre topologique. Et la description, c'est beaucoup plus simple que la cogèbre colibre normale. Parce qu'ici, on peut juste prendre un grand produit des copies de W. OK. Maintenant, on veut alors revenir à l'idée qu'on avait. Donc d'abord, on avait pris V tensoriel CH, où CH était la cogèbre colibre normale. Mais ici, on va alors prendre la cogèbre colibre topologique et on considère cette action-ci. D'abord, on applique la commultiplication sur C chapeau H et puis on projette sur H. Le seul problème ici, c'est V tensoriel CH. Ici, ce n'est pas encore une coaction parce que on n'arrive pas dans le même espace tensoriel H. C'est le tensoriel complet qu'on a utilisé là. Donc, il faudra résoudre ça. Et ce qu'on peut faire, c'est juste prendre le sous-espace maximal tel que ça marche bien. Donc, on prend R0 de V, le sous-espace maximal de V tensoriel complet, c'est H, de sorte que si on applique la coaction sigma, ça arrive dans R0 V tensoriel H. Maintenant, c'est encore une coaction très générale, non co-associative. Donc, on veut maintenant imposer que notre sigma soit oui, ça définit un comodule partiel. Donc, on va prendre encore le sous-espace maximal R de V, tel que R de V avec sigma devienne un comodule partiel. Et donc, on a réussi à montrer que les étapes marchent bien et on arrive vraiment à un espace RV bien défini. Maintenant, si on veut de nouveau utiliser cette idée d'unité de l'adjonction qu'on avait déjà regardé, maintenant ça marche bien parce que cet espace V complet, tensoriel complet avec CH, c'est exactement le produit sur tous les n de V tensoriel H n fois. Donc, ça veut dire que ce tuple de rho n de m, ça arrive effectivement dans le RUM. Donc, oui. Donc, l'unité est maintenant bien définie, contrairement à ce qu'on avait avant. La co-unité, c'est en fait très facile. Il faut juste prendre la projection sur le composant n égale 0 et restreindre à C de V. OK. Vous voyez qu'on a dû faire référence aux espaces vectoriels topologiques. Donc, pourquoi pas juste regarder les comodules partiels topologiques. Et en fait, tout marche beaucoup mieux si on regarde juste la catégorie des comodules partiels topologiques, c'est-à-dire maintenant, on regarde alors une coaction M vers M tensoriel complet H, où on unit H avec la topologie discrète. Maintenant, on peut aussi, avec les CHTVS, je veux dire, les espaces topologiques qui sont complets et Hausdorff. Maintenant, on peut aussi construire un adjoint à droite au foncteur d'oubli, mais ça se fait juste en une étape, parce qu'il ne faut plus prendre l'étape de R0, V, où il fallait dire, ah, on veut arriver dans M tensoriel H sans le compléter. Et ici, vu qu'on travaille juste dans la catégorie des espaces topologiques, espaces vectoriels topologiques, en fait, on verra que cet adjoint à droite est maintenant isomorphe à prendre le produit tensoriel complété avec une certaine cogèbre topologique qu'on a appelée H par avec un chapeau. Donc, ça veut dire qu'on peut conclure que la catégorie des comodules partiels topologiques est effectivement équivalente à
la catégorie des comodules topologiques sur une certaine cogèbre topologique. Donc, si on prend tous, si on regarde tous dans l'image topologique, on peut faire ce qu'on voulait faire avant, comparer les comodules partiels avec les comodules sur une cogèbre. Voilà. Donc, ce qu'on a pu démontrer jusqu'ici, c'est que la catégorie des comodules partiels est équivalente à une catégorie d'Hilbert-Moore sur la comonade C qu'on a définie. De plus, la catégorie des modules partiels topologiques est équivalente à une catégorie de modules topologiques sur une cogèbre topologique. Mais ça veut aussi dire que la catégorie des modules partiels est équivalente à la sous-catégorie de T-mode, donc des comodules topologiques qui sont discrets. Parce que, je rappelle qu'on unit H avec la topologie discrète, donc ça veut dire si M est discrète aussi, on a là juste le produit tensoriel complété de deux espaces discrets. Mais ça, c'est juste la même chose que M tensoriel H, parce qu'il n'y a rien à compléter. Voilà. Maintenant, il y a encore quelque chose qui sont des questions ouvertes. Par exemple, j'ai dit le H par avec le par en dessous, c'était un algébroïde de Hopf sur une sous-algèbre. Donc, on aimerait voir une sorte d'analogue de ce fait dans notre comonade C ou la cogèbre topologique. Mais on n'a pas tout à fait réussi à faire ça, donc je vais laisser ça comme question. Donc, pour dire que qu'il existe une sorte de structure en fait, ça sera une sorte de co-algébroïde de Hopf sur la comonade C, oui, il nous faudrait une analogue de la catégorie monoïdale des bimodules d'A. Mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas vraiment l'analogue du sous-algèbre A. Ce n'est plus une cogèbre, parce on travaille avec des comonades. Donc là, il n'est pas encore très clair s'il est possible de juste trouver une analogue pour cette catégorie monoïdale. Pour l'instant, on est en train d'essayer de définir une autre comonade, mais là, on a une sorte de produit tensoriel, mais ça ne marche pas tout à fait. Donc, on a un produit, mais par exemple, l'unité monoïdale, c'est encore pas clair comment ça va marcher. Une autre question qu'on se pose, c'est que dire si on met la supposition que l'équivalence commute avec les foncteurs d'oubli, parce que là, il n'est pas très clair si le théorème fondamental des comodules, alors que tout comodule est la somme des sous-comodules de dimension finite, est-ce que c'est préservé bien sous équivalence ou pas? Par exemple, on ne sait pas vraiment ce qui sont les objets compacts dans la catégorie des comodules partiels. Donc, on aimerait encore regarder cette question-là aussi. Voilà, en fait, c'était tout ce que j'avais préparé jusqu'ici. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt pour vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ou à distance? Dominique. Bon, alors, ma question concerne la construction du poids joint. Vous donnez une construction explicite qui a une apparence assez compliquée. Donc, vous n'utilisez pas un théorème d'existence, je ne sais pas quoi. Et donc, la question que je vais poser, et je ne sais pas si vous avez les moyens d'y répondre, mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée d'introduire en plus, parce que c'est pas intuitif a priori, pour y arriver, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de chercher dans cette direction? Donc, l'idée,
Oui, donc tout d'abord, je crois l'idée de regarder la cogèbre co-libre, ça c'est encore intuitif parce qu'on veut on veut avoir une coaction très générale et puis on veut y imposer des conditions. Pour regarder les espaces vectoriels topologiques, c'est peut-être moins intuitif, mais ce n'est pas ma propre idée en fait. Mais je crois que l'idée était là parce que la catégorie des espaces vectoriels topologiques, oui, ça prend un peu la théorie je veux plutôt dire la catégorie des cogèbres topologiques. Ça n'a plus cette propriété que ce théorème fondamental. Donc, on ne peut plus dire que chaque élément de notre comodule est compris dans un comodule de dimension finie. Et dans un sens, oui, alors les belles propriétés des cogèbres sont perdues si on regarde les cogèbres topologiques. Et oui, vu que c'était exactement cette bonne propriété des cogèbres, le théorème fondamental, qui bloquait un peu la construction du cogèbre partiel. Je crois que c'est ça qui a donné l'idée de regarder des espaces topologiques. Je vais juste donner un commentaire supplémentaire sur ça. C'est un peu plus fort. Oui. Donc, je vais juste ajouter quelque chose sur ça. Donc, on a vu que tout marche bien si on regarde pas les comodules partiels, mais les modules partiels. Et donc, pour les modules partiels, ça marche bien avec vect. Ici, on est en train de dualiser les choses. Et donc, l'idée, c'est, si tu ne travailles pas avec vect, donc il faut travailler dualement donc, dans vect op, l'opposé de vect. Et la catégorie opposée des espaces vectoriels, tu peux le voir comme une sous-catégorie des espaces vectoriels topologiques. Ah, et donc, c'est un peu d'où vient la topologie. Il y a une question à distance de Paolo Saraco. Yes, can you hear me? Yes. Yes. You see me? Okay, that's fine. Fantastic. I have a question concerning something you were saying one slide ago about the fact that the right adjoint R bar. Okay, here we are. Let me see if I understood correctly. Are you saying that C hat H is isomorphic to the completion of H bar? No, I think no. Even the H hat bar is even a closed step coalgebra. Topological. It will be closed in C hat H. Because it's like an intersection of kernels of. So you impose like the conditions of being partially co-associative. Because when you have just the C hat H, you have just a general coaction without any co-associativity, and then you impose that it is indeed partially co-associative, and that amounts to the fact to just like taking kernels of it. So it will be a closed subcoalgebra, I think. Ah, okay, because there is still that step in which we need to restrict. Okay, okay. Yeah. So you have to say that R bar V will be the largest closed subspace, in fact, of this tensor product, such that it becomes a topological partial comodule. Okay. But you don't need the step anymore where you say, okay, I have to take a subspace in order to land in the correct space, because here we are working with the completed tensor product. So it's not necessary to be careful with either with the normal tensor product or with the completed one. Okay. Okay, thank you very much. Oui, je peux poser une question? Bien sûr, René, vas-y. Alors, ça m'intrigue pas mal, cette notion les axiomes qui sont là pour les représentations partielles. Et je me demande s'il ne faut pas comparer avec
des travaux très développés et très anciens, qui datent de longtemps, sur ce qu'on appelle les hypergroupes et les hyperstructures, c'est-à-dire l'idée générale étant que, par exemple, une loi d'hypergroupe, c'est une application de G fois G, non plus dans G, mais dans les parties de G ou dans certaines parties de G. Alors, tout ce matériel des hypergroupes ou des hyperstructures a été beaucoup développé. L'avantage, évidemment, c'est que, en principe, ça sert effectivement à capturer plus d'informations sur les groupes. Si on prend un groupe G et qu'on prend quelque chose à valeur non pas dans les endomorphismes, mais dans les endomorphismes partiels ou multi-endomorphismes. Et bon, il y a énormément de littérature là-dessus. Donc, je me demandais s'il y avait moyen de faire une comparaison entre ce qui est proposé ici et ces hypergroupes. Voilà. C'est ça. Oui, merci. Je ne connais pas la notion d'un hypergroupe, mais oui, ça me semble certainement intéressant. Évidemment, ici, on travaille. Comme j'ai compris, alors un hypergroupe, c'est plutôt un groupe avec une loi de multiplication partielle. Oui, alors voilà, c'est-à-dire que dans les hypergroupes, c'est une notion qui a été introduite en 1934 par Marty, un mathématicien qui s'appelait Marty, M-A-R-T-Y. Mais depuis, ça a été beaucoup développé, et y compris au plan catégorique. Et l'idée de base, c'est effectivement de réexprimer la donnée donc de G fois G. On a une application vers les parties de G, mais on réexprime aussi les axiomes, et notamment l'associativité. On peut lui donner une forme multivoque en quelque sorte, qui est en même temps un affaiblissement, puisque la donnée elle-même. Bon, et l'affaiblissement que vous donnez, je sais pas trop. J'essaye moi juste à l'instant, j'essaie de le comparer à l'affaiblissement dans les hypergroupes. Je n'y arrive pas bien, mais j'ai l'impression qu'il faudrait essayer. Voilà. Oui, ok, merci beaucoup. Ouais. Je vais certainement y regarder, ça me semble intéressant de voir. Parce que du côté, quand on travaille du côté des hyperstructures ou des hypergroupes, tous les aspects que vous avez développés ensuite en termes de comonades et de monades, on en voit l'analogue, hein, parce qu'à la base de la définition des hypergroupes, il y a la monade des parties sur les ensembles. Hein, c'est-à-dire, voilà. Et donc, on fait intervenir cette monade pour en construire d'autres, etc. Hein, oui. Ok. Oui, ça me semble très intéressant d'y regarder, je peux faire. Merci. Oui. Autre remarque ou question? Other remarks? Ça ne semble pas être le cas. Alors, merci, William. Merci. Et on reprend dans une dizaine de minutes.